Le tonnerre grondait au-dessus de Lyon, tandis que Théo Blanchet fixait les mots qui venaient de détruire sa vie. Dans le silence feutré du bureau de Maître Durand, notaire de la famille depuis 3 générations, les phrases dansaient devant ses yeux comme un cauchemar éveillé. Article 127. Mon petit-fils Théo Blanchet ne pourra hériter de la présidence de Blanchet Énergie qu'à condition d'épouser Élodie Caron, fille de mon cher ami de guerre Henri Caron, dans un délai de 6 mois, suivant l'ouverture de ce testament. C'est impossible, murmura Théo, ses mains tremblant imperceptiblement sur le document. Grand-père n'aurait jamais... Maître Durand ajusta ses lunettes dorées, son visage grave, trahissant une compassion professionnelle. Votre grand-père a rédigé cette clause il y a 15 ans, monsieur Blanchet. Il m'a confié que Henri Caron lui avait sauvé la vie à Normandie en 1944 et qu'il considérait cette union comme l'aboutissement d'une promesse sacrée. Théo se leva brusquement, arpentant le bureau aux boiseries anciennes. À 36 ans, il avait bâti sa réputation sur la logique, la stratégie, le contrôle absolu. Blanchet Énergie était devenu l'un des leaders européens des énergies renouvelables sous sa direction. Chaque décision était calculée, chaque risque évalué. Et voilà que le destin lui imposait l'inconcevable, un mariage arrangé comme au Moyen-Âge. « Et si je refuse ?» demanda-t-il, connaissant déjà la réponse. « Le conseil d'administration prendra immédiatement le contrôle. Votre cousin Mathieu Blanchet, actuel vice-président, a déjà été informé des dispositions testamentaires. » Le sang de Théo ne fit qu'un tour. Mathieu, avec ses idées rétrogrades et sa vision à court terme, détruirait en quelques années ce que 3 générations avaient construit. Les projets d'éoliennes offshore, les partenariats avec les pays africains pour l'énergie solaire, tout serait sacrifié sur l'autel de la rentabilité immédiate. « Parlez-moi de cette Élodie Caron », dit-il finalement, s'efforçant de garder un ton neutre. Le notaire ouvrit un dossier épais, dévoilant une photographie qui fit battre le cœur de Théo, malgré lui. Une jeune femme aux cheveux châtains bouclés, aux yeux verts pétillants d'intelligence et de vie. Son sourire était authentique, sans artifice, si différent des sourires calculés de son monde. 28 ans, artiste peintre, résidant à Clermont-Ferrand avec sa mère Claire. Elle a perdu l'usage de ses jambes dans un accident de moto à 19 ans, mais a reconstruit sa vie avec un courage remarquable. Elle anime des ateliers d'art-thérapie et expose régulièrement ses œuvres. Une artiste handicapée de province, résuma Théo avec une amertume qu'il ne put dissimuler. Grand-père avait vraiment le sens de l'humour. Monsieur Blanchet, permettez-moi de vous rappeler que votre grand-père était un homme d'une sagesse exceptionnelle. Peut-être y a-t-il dans cette décision une logique qui nous échappe encore. Théo retourna vers la fenêtre, observant la pluie qui fouettait les vitres. En contrebas, la Saône coulait paisiblement, indifférente aux drames humains. Il pensa à son grand-père, ce géant qu'il avait élevé après la mort de ses parents dans un accident d'avion. Augustin Blanchet lui avait appris que l'honneur valait plus que l'argent, que l'engagement était sacré, que les vrais hommes tenaient leurs promesses. « Mais m'imposer une épouse, comment as-tu pu me faire cela, grand-père ? Il me faut son adresse, dit-il finalement, sa décision prise. Vous allez la voir. Je vais négocier. Tout s'achète, tout se négocie. Il suffit de trouver le bon prix. » Maître Durand hocha la tête, mais son regard exprimait des doutes que Théo préféra ignorer. 1 heure plus tard, il quittait le cabinet avec l'adresse d'Élodie Caron gravée dans sa mémoire comme une condamnation. Dans sa voiture de fonction, un luxueux SUV électrique de la marque Tesla, Théo composa le numéro de son assistant. « Vincent, prépare-moi un dossier complet sur Élodie Caron. Situation financière, habitude, faiblesse. Je veux tout savoir avant demain matin. »« Bien, monsieur, dois-je annuler vos rendez-vous de la semaine ?»« Non, repousse-les seulement. Cette histoire sera réglée en 48 heures maximum. » En raccrochant, Théo s'observa dans le rétroviseur. Ses cheveux bruns commençaient à grisonner aux tempes, signe des responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Ses yeux bleus, d'ordinaire froids comme l'acier, trahissaient une inquiétude inhabituelle.
Il démarra et prit la direction de son penthouse dans le quartier de la Presqu'île. Demain, il partirait pour Clermont-Ferrand avec une proposition que cette Élodie Caron ne pourrait refuser. L'argent était un langage universel, et Théo Blanchet le parlait couramment. Pourtant, alors qu'il traversait les rues illuminées de Lyon, une petite voix dans sa tête murmurait que cette affaire ne se résoudrait peut-être pas aussi simplement qu'il l'espérait. L'image du sourire authentique d'Élodie s'attardait dans son esprit, troublant sa certitude habituelle. La pluie redoublait, comme si le ciel lui-même pleurait sur le destin qui se dessinait. Le train TGV filait à travers la campagne auvergnate, emportant Théo vers un destin qu'il refusait encore d'accepter. Dans son compartiment de première classe, il relisait pour la 10e fois le dossier que Vincent avait préparé sur Élodie Caron. Chaque détail renforçait sa conviction. Cette femme avait besoin d'argent, et lui avait besoin d'une épouse temporaire. L'équation était simple. Élodie Caron vivait dans une maison modeste rue Fongiève, avec sa mère Claire, veuve depuis 10 ans. Les revenus de ses cours d'art et de ses ventes de tableaux suffisaient à peine à couvrir les frais du quotidien. Récemment, les factures d'hôpital s'étaient accumulées. Claire souffrait d'une insuffisance cardiaque qui nécessitait une intervention chirurgicale coûteuse. Parfait, pensa Théo en refermant le dossier. Il avait trouvé le levier qui lui permettrait de convaincre Élodie. L'après-midi touchait à sa fin quand il descendit du taxi devant la petite maison à la façade de pierre volcanique typique de la région. Des géraniums rouges ornaient les rebords des fenêtres, et une rampe d'accès récemment installée menait à la porte d'entrée peinte en bleu lavande. Théo ajusta sa cravate Hermès et sonna. Des voix féminines résonnèrent à l'intérieur, puis la porte s'ouvrit sur une femme d'une 50aine d'années, au visage fatigué mais bienveillant. « Claire Caron, je suppose ?» dit-il avec son sourire le plus charmeur. « Je suis Théo Blanchet. » Le visage de Claire se figea. Elle avait reconnu ce nom, celui qui hantait les dernières volontés d'Augustin Blanchet. « Élodie !» appela-t-elle vers l'intérieur. « Il y a quelqu'un pour toi. » Un bruit de roulette sur le parquet, puis Élodie apparut dans l'embrasure. Théo sentit son souffle se couper. La photographie du dossier ne rendait pas justice à la réalité. Élodie était d'une beauté naturelle saisissante, ses cheveux châtains librement bouclés, encadrant un visage aux traits délicats mais déterminés. Ses yeux verts le jaugèrent avec une intelligence perçante qui le déstabilisa. « Monsieur Blanchet, dit-elle d'une voix claire, j'avoue que je ne m'attendais pas à vous voir sur le pas de ma porte. Nous devons parler, mademoiselle Caron. C'est au sujet du testament de mon grand-père. Maman, tu peux nous laisser quelques minutes ?» Claire hésita, puis s'éloigna après avoir lancé un regard inquiet à sa fille. Élodie invita Théo à entrer dans le petit salon où régnait une atmosphère chaleureuse. Des toiles aux couleurs vives ornaient les murs, témoignant du talent indéniable de leur auteur. « Puis-je vous offrir un café ?» proposa Élodie en manœuvrant habilement son fauteuil. « Ce ne sera pas nécessaire. Je ne resterai pas longtemps. » Il s'installa dans le canapé en tissu fleuri, se sentant étrangement déplacé dans ce décor si éloigné de son univers de marbre et d'acier. « Écoutez, mademoiselle Caron, je vais aller droit au but. Mon grand-père avait des idées romantiques sur l'honneur et les promesses. Mais nous sommes au XXIe siècle, et nous pouvons résoudre cette situation de manière civilisée. Je vous écoute, dit Élodie, ses mains posées calmement sur les accoudoirs de son fauteuil. Je vous propose 500 000 € pour que vous acceptiez de m'épouser temporairement. 6 mois maximum, le temps que je trouve un moyen légal de contourner cette clause testamentaire. Ensuite, nous divorçons discrètement et chacun reprend sa vie. » Le silence qui suivit sembla interminable. Élodie observait Théo avec une expression indéchiffrable, comme si elle lisait en lui des vérités qu'il ignorait lui-même. « 500 000 €, répéta-t-elle lentement. Vous pensez vraiment que tout s'achète ? Dans mon expérience, oui. Chacun a un prix, mademoiselle Caron. Le vôtre me semble raisonnable. » Les yeux verts d'Élodie s'embrasèrent. « Sortez de chez moi. Réfléchissez avant de... »« Sortez !» cria-t-elle, sa voix vibrant d'une colère froide. Théo se leva, décontenancé par cette réaction qu'il n'avait pas anticipée. « Votre mère a besoin d'une opération qui coûte cher, » insista-t-il. « Cet argent pourrait lui sauver la vie. » Élodie blêmit.
Il avait touché dans le mille. « Comment osez-vous » murmura-t-elle. « Je ne fais que constater les faits. Vous avez besoin d'argent, j'ai besoin d'une épouse. C'est un arrangement mutuellement bénéfique. » « Un arrangement » répéta Élodie avec amertume. « C'est ainsi que vous voyez le mariage. Dans ce cas précis, oui. Je ne vous demande pas d'amour, mademoiselle Caron. Je vous demande 6 mois de votre vie en échange d'une somme qui résoudra tous vos problèmes financiers. » Élodie détourna le regard vers la fenêtre où le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de rose. Dans cette lumière dorée, Théo remarqua les cernes sous ses yeux, la fatigue qui marquait ses traits. Elle portait le poids du monde sur ses épaules, et il venait de lui proposer un moyen de s'en libérer. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr. Voici ma carte. Appelez-moi quand vous aurez pris votre décision. » Il posa l'élégant Bristol sur la table basse et se dirigea vers la sortie. « Monsieur Blanchet » l'arrêta Élodie. Il se retourna, espérant qu'elle avait changé d'avis. « Votre grand-père, quel genre d'homme était-il » La question prit Théo au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé cela. « Un homme d'honneur » répondit-il après une hésitation. « Quelqu'un qui croyait que les promesses devaient être tenues, quoi qu'il en coûte. Et vous lui ressemblez ?» Théo ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Cette question simple le plongeait dans un abîme de doutes qu'il préférait ne pas explorer. « Au revoir, mademoiselle Caron. » Il sortit dans la fraîcheur du soir auvergnat, troublé par cette rencontre qui ne s'était pas déroulée comme prévu. Élodie Caron n'était pas la femme vénale et désespérée qu'il avait imaginée. Elle avait de la fierté, de la dignité et quelque chose d'autre qu'il n'arrivait pas à nommer. En montant dans le taxi qui l'emmenait à la gare, Théo se surprit à espérer qu'elle accepterait sa proposition, et cette pensée l'effraya plus que tout le reste. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Théo Blanchet, et Élodie n'avait pas fermé l'œil. La carte de visite du PDG trônait sur sa table de nuit comme un rappel constant du dilemme qui la déchirait. 500 000 €. Une somme qui résoudrait tous leurs problèmes, qui offrirait à sa mère les meilleurs soins, qui leur permettrait enfin de respirer. Mais à quel prix? Dans son petit atelier aménagé dans l'ancienne buanderie, Élodie tentait d'évacuer sa frustration en peignant. Ses pinceaux dansaient sur la toile avec une violence inhabituelle, mélangeant des rouges sanglants et des noirs profonds. L'art avait toujours été son refuge, son moyen d'exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. « Ma chérie, tu vas finir par trouer la toile », plaisanta Claire en entrant avec 2 tasses de thé fumant. Élodie posa son pinceau et se tourna vers sa mère. Claire avait beau sourire, elle ne pouvait dissimuler la pâleur de son teint, ni l'essoufflement qui la saisissait au moindre effort. « Maman, nous devons parler, » dit Élodie en acceptant la tasse. « Je sais à quoi tu penses, et la réponse est non. »« Tu ne sais même pas ce que je vais dire. Tu vas me dire que tu envisages d'accepter la proposition de ce Blanchet pour payer mon opération. Et je te dis que jamais, tu m'entends, jamais je n'accepterai que tu sacrifies ta vie pour moi. » Claire s'installa dans le vieux fauteuil en osier, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse. À 53 ans, elle qui avait toujours été si forte, si déterminée, semblait soudain fragile comme un oiseau blessé. « Ce ne serait pas un sacrifice, maman, juste un arrangement temporaire. »« Un arrangement ?» répéta Claire avec une ironie douloureuse. « Ma fille, tu parles d'épouser un homme que tu ne connais pas, de vivre dans son monde qui n'est pas le tien, d'être sa femme de façade. Comment peux-tu appeler cela un arrangement ?» Élodie se massa les tempes, sentant naître une migraine familière. « Parce que c'est mieux que de te regarder mourir à petit feu !» explosa-t-elle. « Tu crois que je ne vois pas ? Tes lèvres qui bleuissent quand tu montes l'escalier, tes nuits blanches parce que tu n'arrives plus à respirer, tes cachets qui ne font plus effet. » Élodie. « Non, laisse-moi finir. 6 mois, maman. 6 mois de ma vie contre des années de la tienne. Le calcul est vite fait. » Claire posa sa tasse et roula son fauteuil jusqu'à sa fille. Elle prit ses mains dans les siennes, si différentes mais si semblables dans leur force tranquille. « Ma chérie, après ton accident, quand les médecins nous ont dit que tu ne remarcherais jamais, tu te souviens de ce que tu m'as dit ?» Élodie hocha la tête, les larmes aux yeux. Que la vie valait la peine d'être vécue, même différemment. Que l'amour existait aussi pour les personnes comme moi. Exactement. Et maintenant,
Tu es prête à renoncer à cet amour pour un contrat de mariage? Tu vas abandonner tes rêves, tes espoirs, ta chance de trouver quelqu'un qui t'aimera vraiment? Peut-être que l'amour n'est qu'une illusion, murmura Élodie. Peut-être que les contes de fées ne sont pas faits pour les filles en fauteuil roulant. Claire serra les mains de sa fille avec une force surprenante. Ne dis jamais cela. Tu es la femme la plus extraordinaire que je connaisse. Ton handicap n'enlève rien à ta beauté, à ton intelligence, à ton cœur immense. L'homme qui saura voir cela aura la plus grande chance de sa vie. Et s'il n'existe pas, cet homme? Et si je passais ma vie à attendre un prince charmant qui ne viendra jamais? Le silence s'installa dans le petit atelier, troublé seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Au dehors, les enfants du quartier jouaient dans la rue, leurs rires insouciants contrastant avec la gravité du moment. Il y a autre chose, avoua Élodie finalement. Cet homme, Théo Blanchet, il y a quelque chose chez lui. Quand il a parlé de son grand-père, j'ai vu une faille dans sa carapace, une vulnérabilité qu'il essaie de cacher. Tu éprouves de la compassion pour lui? Je ne sais pas, peut-être, ou peut-être que je me raconte des histoires pour justifier ma décision. Claire observa sa fille avec l'acuité d'une mère qui avait appris à déchiffrer ses silences. Tu as déjà décidé, n'est-ce pas? Élodie acquiesça, les larmes coulant librement sur ses joues. Oui, mais j'ai des conditions. Lesquelles? 6 mois maximum. Chacun garde sa liberté personnelle. Et surtout, que ce mariage reste strictement platonique. Je ne serai pas sa femme, juste son épouse légale. Claire soupira profondément, partagée entre l'angoisse et la résignation. Tu es sûre de toi? Non, mais je suis sûre que je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je te laissais mourir par orgueil. Cette nuit-là, Élodie resta éveillée jusqu'à l'aube, fixant le plafond de sa chambre. À 6 heures du matin, elle prit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte de visite. « Théo Blanchet », répondit une voix ensommeillée, mais immédiatement alerte. « Monsieur Blanchet, c'est Élodie Caron. » Un silence, puis « Mademoiselle Caron, vous avez pris votre décision? »« Oui, j'accepte votre proposition, mais j'ai des conditions à négocier. Je vous écoute. » Pas au téléphone. « Pouvez-vous revenir à Clermont-Ferrand? Je prends le premier train. Nous nous retrouvons où? Au Café de la Paix, place de Jaude, 14 heures. Parfait. À tout à l'heure, mademoiselle Caron. » Élodie raccrocha, le cœur battant. Elle venait de franchir le point de non-retour. Dans quelques heures, elle scellait un pacte qui changerait sa vie à jamais. Mais alors qu'elle regardait par la fenêtre le soleil se lever sur Clermont-Ferrand, une petite voix en elle murmurait que cette décision, aussi pragmatique fût-elle, était peut-être le début d'une aventure qu'elle n'imaginait pas encore. Le destin, parfois, emprunte des chemins détournés pour conduire les âmes sœurs l'une vers l'autre. Et Élodie, sans le savoir, venait de faire le premier pas sur cette route incertaine, mais porteuse d'espoir. Le Café de la Paix bourdonnait de l'activité typique d'un après-midi clermontois. Élodie était arrivée en avance, choisissant une table près de la fenêtre d'où elle pouvait observer la place de Jaude et ses fontaines. Ses mains tremblaient légèrement autour de sa tasse de café, trahissant une nervosité qu'elle s'efforçait de dissimuler. À 14 heures précises, Théo Blanchet poussa la porte du café. Il avait troqué son costume 3 pièces contre une tenue plus décontractée, pantalon en lin beige et chemise blanche ouverte au col. Cette simplicité le rendait paradoxalement plus séduisant, plus accessible. Leurs regards se croisèrent et Élodie sentit son pouls s'accélérer. « Mademoiselle Caron, » dit-il en s'installant face à elle, « merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Monsieur Blanchet, je dois vous avouer que j'ai longuement hésité. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Élodie tourna sa cuillère dans sa tasse, cherchant ses mots. « Ma mère, elle a besoin de cette opération et nous n'avons pas les moyens de la payer. Votre proposition résout notre problème le plus urgent. Je vois, vous parlez de conditions à négocier. En effet, si j'accepte ce mariage, ce sera selon mes termes. » Théo se pencha légèrement vers elle, intrigué par cette détermination qu'il n'avait pas anticipée. « Je vous écoute. Premièrement, ce mariage durera exactement 6 mois. Pas un jour de plus. Au bout de ce délai, nous divorçons, quoi qu'il arrive. C'est raisonnable. J'accepte. Deuxièmement, ce sera un mariage blanc.
Nous ferons chambre à part, et nos vies privées resteront strictement séparées. Théo hocha la tête, soulagé. Cette condition lui convenait parfaitement. Troisièmement, je garde ma liberté de mouvement. Je pourrai continuer mes cours d'art, mes expositions, voir ma mère quand je le souhaite. Dans les limites du raisonnable, oui. Quatrièmement, aucune intimité physique. Pas même pour les apparences. Nous nous comporterons en public comme des époux courtois, rien de plus. Cette fois, Théo marqua une pause. Il savait que les mondanités lyonnaises exigeraient une certaine démonstration d'affection conjugale. Cela risque de paraître étrange lors des événements sociaux. C'est à prendre ou à laisser, monsieur Blanchet. Je ne jouerai pas la comédie d'un mariage d'amour. Très bien. D'autres conditions? Une seule. Je veux que l'argent soit versé directement à l'hôpital pour l'opération de ma mère. Je ne toucherai pas un centime, personnellement. Cette dernière exigence surprit Théo. Il s'était attendu à de la cupidité, à des demandes de garantie financière personnelle. Au lieu de cela, Élodie ne pensait qu'à sa mère. Et tout? Pas de pension, pas de dédommagement pour vous? Non, je ne veux rien d'autre que la santé de ma mère. Un silence s'installa entre eux, troublé par les conversations des autres clients et le tintement des tasses. Théo observait Élodie, cherchant à comprendre cette femme qui bousculait toutes ses certitudes. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il finalement. « Allez-y. Pourquoi avoir accepté? Je veux dire, vraiment? Vous auriez pu trouver d'autres solutions. Emprunter à la banque, lancer une collecte. » Élodie le regarda droit dans les yeux, et Théo y eut une vulnérabilité qu'elle ne cherchait pas à cacher. « Parce que j'ai déjà perdu mon père, je ne survivrai pas à perdre ma mère aussi. » La simplicité de cette réponse toucha Théo plus qu'il ne l'aurait voulu. Il reconnaissait cette douleur, cette peur de l'abandon qu'il avait lui-même ressenti à la mort de ses parents. « Et vous ?» reprit Élodie. « Pourquoi ne pas avoir choisi une épouse dans votre milieu? Cela aurait été plus logique, parce que les femmes de mon milieu veulent plus qu'un mariage temporaire. Elles veulent le pouvoir, le statut, l'argent. Vous ne voulez que sauver votre mère. C'est plus noble. Ne me transformez pas enceinte, monsieur Blanchet. Je ne fais que ce que n'importe quelle fille ferait à ma place. Détrompez-vous. Peu de personnes seraient prêtes à sacrifier 6 mois de leur vie pour quelqu'un d'autre. » Élodie détourna le regard, gênée par ce compliment inattendu. Dans la lumière dorée de l'après-midi qui filtrait par la fenêtre, Théo remarqua les reflets cuivrés de ses cheveux, la délicatesse de ses traits, la façon dont ses cils projetaient de petites ombres sur ses joues. « Quand voulez-vous organiser la cérémonie ?» demanda-t-elle, ramenant la conversation sur un terrain plus sûr. « Le plus tôt possible. Mon avocat peut s'occuper des formalités administratives. Une semaine vous suffira-t-elle pour vous préparer ? Je n'ai pas grand-chose à préparer. Quelques affaires personnelles, mes toiles. Vous pourrez peindre chez moi. J'ai un appartement spacieux avec une belle lumière. Merci. » Ils restèrent silencieux quelques instants, la réalité de leur accord s'imposant peu à peu. Dans une semaine, ils seraient mariés. Dans une semaine, Élodie quitterait sa vie simple et paisible pour plonger dans l'univers impitoyable de la haute société lyonnaise. « Avez-vous des questions sur ma situation ?» demanda Élodie avec une hésitation. « Votre handicap, vous voulez dire ?»« Non, cela ne change rien à notre arrangement. Vraiment, vous ne vous demandez pas si cela posera des problèmes dans votre monde ?» Théo fronça les sourcils. Il n'avait effectivement pas réfléchi aux réactions de son entourage professionnel et social. « Nous affronterons ces difficultés ensemble, » dit-il finalement. « Après tout, nous serons mariés. » Pour la première fois depuis le début de leur conversation, Élodie sourit. Un vrai sourire, franc et lumineux qui métamorphosa son visage. « Vous savez quoi, monsieur Blanchet ? Je crois que nous nous entendrons bien finalement. Appelez-moi Théo. Après tout, nous allons être partenaires. »« Ah, Théo, alors? Et moi, c'est Élodie. » Ils se serrèrent la main par-dessus la table, scellant leur pacte singulier. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient imaginer que ce geste simple, cette poignée de main formelle, était en réalité le premier pas d'une danse du cœur qui les mènerait bien plus loin qu'ils ne l'avaient prévu. En quittant le café, Théo regarda Élodie s'éloigner dans son fauteuil roulant, sa silhouette gracieuse ondulant au rythme de ses mouvements assurés. Quelque chose en lui s'agitait, une curiosité nouvelle qu'il préférait ne pas analyser. Dans une semaine,
Élodie Caron deviendrait Madame Blanchet. Et aucun d'eux ne soupçonnait que ce mariage de convenance allait bouleverser leur vie de la plus belle des façons. Le matin du mariage se leva gris et pluvieux sur Clermont-Ferrand, comme si le ciel reflétait l'ambiguïté des sentiments d'Élodie. Dans sa petite chambre, elle contemplait la robe blanche simple qu'elle avait choisie, un modèle en soie fluide qui tombait élégamment sur ses genoux, dissimulant avec grâce ses jambes immobiles. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Claire, en arrangeant les boucles châtaines de sa fille. Élodie observa son reflet dans le miroir de sa coiffeuse. Ses yeux verts semblaient plus grands, plus lumineux, rehaussés par un maquillage discret. Jamais elle n'avait imaginé se marier dans de telles circonstances, sans amour, sans joie véritable, juste pour honorer un contrat. « Maman, tu es sûre que papa aurait approuvé ?» Claire s'immobilisa, ses mains reposant sur les épaules de sa fille. « Ton père t'aimait plus que tout au monde. Il aurait fait n'importe quoi pour te voir heureuse et en sécurité. Et si cet arrangement peut nous donner une chance de rester ensemble plus longtemps ?» Sa voix se brisa. L'opération était programmée pour la semaine suivante, dès que l'argent serait versé. Les médecins étaient optimistes, mais le risque existait toujours. « Ne pleure pas, maman, ton maquillage va couler. » Elles rirent à travers leurs larmes, ce rire complice qui les avait aidées à traverser tant d'épreuves depuis l'accident d'Élodie. À 11 heures précises, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta devant leur maison. Théo en descendit, vêtu d'un costume bleu marine impeccable qui soulignait la largeur de ses épaules et l'intensité de ses yeux bleus. Il tenait un bouquet de pivoine blanche, les fleurs préférées d'Élodie qu'il avait découvertes en voyant ses toiles. « Bonjour », dit-il simplement en tendant les fleurs. « Merci, elles sont parfaites. » Leur regard se croisa, et pour un instant, l'illusion d'un vrai mariage les enveloppa. Théo ressentit une émotion qu'il ne sut identifier, une tendresse inattendue, en voyant Élodie si belle et si vulnérable dans sa robe de mariée. La cérémonie civile eut lieu dans la petite mairie du centre-ville, en présence de Claire et de Vincent, l'assistant de Théo qui servait de témoin. Le maire, un homme bedonnant aux joues rouges, débitait les formules rituelles avec un enthousiasme touchant. « Théo Blanchet, acceptez-vous de prendre pour épouse Élodie Caron, ici présente ?»« Oui, je le veux. » Sa voix était ferme, assurée, mais Élodie perçut une légère hésitation, un tremblement presque imperceptible qui la troubla. « Élodie Caron, acceptez-vous de prendre pour époux Théo Blanchet, ici présent ?» Le silence s'étira quelques secondes de trop. Élodie regardait cet homme qu'elle connaissait à peine, cet étranger qui allait devenir son mari, et soudain, la réalité de son geste la frappa de plein fouet. « Oui, je le veux, dit-elle finalement. » L'échange des alliances se fit dans un silence solennel. Théo glissa l'anneau d'or blanc au doigt d'Élodie avec une délicatesse qui la surprit. Ses mains étaient chaudes, légèrement rugueuses, et ce contact inattendu envoya une onde de chaleur dans tout son corps. « Vous pouvez embrasser la mariée » déclara le maire avec un sourire radieux. Le moment qu'ils avaient tous deux redouté était arrivé. Théo se pencha vers Élodie, hésitant. Elle leva son visage vers lui, et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser chaste, formel, qui ne dura qu'une seconde mais sembla une éternité. Pourtant, dans ce bref contact, quelque chose passa entre eux, une étincelle, un frisson, une reconnaissance mystérieuse que ni l'un ni l'autre n'était prêt à admettre. « Félicitations aux mariés !» s'exclama le maire en applaudissant. Claire pleurait de joie et d'émotion, Vincent immortalisait la scène avec son téléphone, et Élodie se surprit à sourire vraiment pour la première fois depuis des semaines. Le déjeuner qui suivit dans un petit restaurant traditionnel fut d'une simplicité touchante. Théo, habituellement si réservé, se montra charmant avec Claire, l'interrogeant sur sa fille, sur leur vie avant l'accident. Élodie découvrait une facette plus humaine de son mari, loin du businessman froid qu'elle avait rencontré. Élodie était une petite fille si espiègle, racontait Claire. Elle grimpait aux arbres plus haut que les garçons. Elle n'avait peur de rien. « Et maintenant ?» demanda Théo en regardant Élodie. « Maintenant, je grimpe différemment, » répondit-elle avec un sourire malicieux. « Mais je n'ai toujours peur de rien. »« J'espère bien, » dit Théo. « Lyon va vous réserver quelques surprises. »
L'après-midi touchait à sa fin quand vint le moment des adieux. Claire serra sa fille dans ses bras comme si elle la perdait pour toujours. « Prends soin de toi, ma chérie, et n'oublie pas qui tu es. Promis, maman. Et toi, soigne-toi bien. L'opération va se passer à merveille, tu verras. Prends soin d'elle, dit Claire à Théo, en lui serrant la main. Je vous le promets, Madame Caron. » Le trajet jusqu'à Lyon se déroula dans un silence relatif. Élodie regardait défiler le paysage auvergnat par la fenêtre, son cœur se serrant à mesure qu'elle s'éloignait de sa vie d'avant. Ses toiles et ses affaires avaient été chargées dans le coffre, résumé dérisoire d'une existence de 28 ans. « Vous regrettez ?» demanda Théo à mi-parcours. « Non, enfin si, c'est compliqué. Je comprends. Moi aussi, j'ai des doutes. » Cette confession inattendue surprit Élodie. Elle tourna la tête vers lui, observant son profil tendu dans la lumière déclinante. « Vraiment ? Je me marie avec une inconnue pour sauver une entreprise. Quand je dis ça comme ça, cela paraît surréaliste. Et pourtant, nous l'avons fait. Et pourtant, nous l'avons fait, répéta Théo avec un petit rire sans joie. Ils arrivèrent à Lyon alors que les premières lumières s'allumaient dans la ville. L'appartement de Théo se trouvait dans un immeuble haussmannien de la rue Édouard Herriot, face à l'Opéra. Le hall d'entrée, tout de marbre et de dorure, intimida Élodie plus qu'elle ne voulait l'admettre. L'ascenseur les mena au 7e étage, dans un appartement au volume impressionnant. Parquet en point de Hongrie, moulures d'époque, cheminées en marbre. Tout respirait le luxe et le raffinement, mais aussi une certaine froideur qui contrastait avec la chaleur de la maison de Clermont-Ferrand. « Voici votre chambre, » dit Théo en ouvrant une porte. La pièce était spacieuse, décorée dans des tons de gris et de blanc, avec une large fenêtre donnant sur l'opéra. Un lit double trônait au centre, entouré de mobilier contemporain de qualité. « C'est magnifique, » souffla Élodie. « J'ai fait installer une rampe d'accès et adapter la salle de bain. Si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas à me le dire. » Cette attention la toucha plus qu'elle ne s'y attendait. Théo avait pensé à son confort, à ses besoins spécifiques, avec une délicatesse qui contredisait son image d'homme d'affaires impitoyable. « Merci, c'est très attentionné de votre part. »« De notre part, » corrigea-t-il. « Nous sommes mariés maintenant, Élodie. Nous devons apprendre à vivre ensemble. » Le prénom dans sa bouche sonnait différemment, plus doux, plus intime. Élodie sentit ses joues s'empourprer. « Oui, Théo, nous devons apprendre à vivre ensemble. » Ce soir-là, seule dans sa nouvelle chambre, Élodie contempla l'alliance qui brillait à son doigt. Madame Blanchet. C'était désormais son nom, son identité pour les 6 mois à venir. Elle avait épousé un homme qu'elle ne connaissait pas, pour sauver la femme qu'elle aimait le plus au monde. Mais en fermant les yeux, elle repensa à ce baiser furtif à la mairie, à la chaleur des mains de Théo, à la façon dont il l'avait regardée dans sa robe de mariée, et pour la première fois, elle se demanda si leur mariage de convenance ne cachait pas des sentiments plus profonds qu'aucun d'eux n'osait encore avouer. Les premiers jours de cohabitation furent d'une politesse glaciale. Théo partait tôt le matin, rentrait tard le soir, et leurs échanges se limitaient à des banalités courtoises sur les repas et l'organisation domestique. Élodie explorait son nouvel environnement avec la prudence d'un animal en territoire hostile, s'installant peu à peu dans ses habitudes. Elle avait transformé la chambre d'amis en atelier de fortune, disposant ses toiles et ses pinceaux près de la grande fenêtre qui offrait une vue imprenable sur les toits de Lyon. C'est là qu'elle passait ses journées, peignant avec une intensité nouvelle, comme si l'art était sa seule façon de supporter cette vie d'emprunt. Le 4e matin, Théo trouva Élodie dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. Elle portait un simple t-shirt blanc et un jean, ses cheveux remontés en chignon désordonné, et il fut frappé par sa beauté naturelle dans la lumière dorée du matin. « Bonjour, » dit-elle sans lever les yeux de ses tartines. « J'ai préparé du café, si vous en voulez. »« Merci, vous avez bien dormi ? » ?»« Oui, très bien, et vous ?» Cette conversation de robot commençait à l'agacer. Ils étaient mariés, bon sang. Pas 2 colocataires contraints et forcés. « Élodie, nous ne pouvons pas continuer comme cela. » Elle leva enfin les yeux vers lui, surprise par le ton déterminé de sa voix. « Que voulez-vous dire ? Cette distance entre nous, cette politesse excessive.
Nous sommes censés être un couple aux yeux du monde. Il va falloir apprendre à nous comporter naturellement l'un avec l'autre. Je croyais que c'était ce que nous faisions. Non, nous nous comportons comme deux étrangers qui partageraient un appartement par hasard. Ce n'est pas convaincant. Élodie posa sa tasse, réfléchissant à ses paroles. Que proposez-vous? Que nous apprenions à nous connaître, vraiment, nos goûts, nos habitudes, nos histoires. Un minimum de complicité sera nécessaire quand nous devrons affronter mon entourage professionnel. L'idée effraya Élodie plus qu'elle ne voulait l'admettre. Faire connaissance avec Théo signifiait ouvrir une brèche dans l'armure qu'elle s'était forgée, risquer de découvrir en lui des qualités qui rendraient leur séparation future plus douloureuse. « D'accord, dit-elle finalement. Par quoi commençons-nous? Par partager nos repas déjà, et nos soirées, quand c'est possible. » Ce soir-là, pour la première fois, ils dînèrent ensemble dans la salle à manger, éclairée par des bougies qu'Élodie avait disposées sur la table. Elle avait cuisiné un pot-au-feu traditionnel, et l'arôme réconfortant embaumait l'appartement. « C'est délicieux, » dit Théo en goûtant. « Où avez-vous appris à cuisiner comme cela? » « Avec ma mère. Après mon accident, j'ai eu beaucoup de temps libre pendant ma rééducation. Cuisiner était une façon de me sentir utile. Parlez-moi de votre accident si ce n'est pas trop douloureux. » Élodie hésita puis se lança. Elle lui raconta cette nuit de juillet où, à 19 ans, elle rentrait d'une soirée entre amis. La route mouillée, le virage mal négocié, le choc terrible contre un arbre. Le réveil à l'hôpital, les jambes insensibles, les mois de désespoir et de colère. Et l'art? Comment avez-vous découvert que c'était votre voie? Pendant ma rééducation. Une art-thérapeute venait dans le service. Au début, je refusais de participer, je trouvais cela ridicule. Puis un jour, j'ai pris un pinceau et tout est sorti. La douleur, la rage, la peur, mais aussi l'espoir, petit à petit. Théo l'écoutait avec une attention qu'elle ne lui connaissait pas, ses yeux bleus fixés sur elle avec une intensité troublante. « Vous pourriez me montrer vos toiles? Vraiment? Cela vous intéresse? » Énormément. Après le dîner, Élodie le guida vers son atelier improvisé. Les toiles étaient appuyées contre les murs, révélant un univers coloré et onirique qui surprit Théo. Il s'attendait à des œuvres sombres, marquées par la souffrance, et découvrait au contraire des explosions de couleurs, des paysages imaginaires baignés de lumière. « C'est extraordinaire », murmura-t-il en s'arrêtant devant une toile représentant un champ de coquelicots sous un ciel d'orage. « Vous ne dites pas cela par politesse? Jamais. J'ai visité assez d'expositions dans ma vie pour savoir reconnaître le talent. Vous avez un don, Élodie, un vrai don. » Cette reconnaissance inattendue la toucha au cœur. Peu de personnes comprenaient son art, voyaient au-delà de la technique pour saisir l'émotion pure qu'elle y mettait. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Parlez-moi de votre enfance, de votre famille. » Le visage de Théo se ferma instantanément. « Il n'y a pas grand-chose à raconter. Allons, Théo. Vous me demandez de me livrer, faites de même. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Mes parents sont morts dans un accident d'avion quand j'avais 12 ans. Mon grand-père m'a élevé. Voilà, vous savez tout. C'est tout? Pas d'amis d'enfance, pas de premiers amours, pas de rêves d'adolescent. Mon grand-père estimait que les sentiments étaient une faiblesse. Il m'a appris à me concentrer sur l'essentiel. Les études, l'entreprise, les responsabilités. Et cela ne vous a jamais manqué. La légèreté et l'insouciance. » Théo la regarda longuement, comme s'il découvrait une évidence qu'il avait toujours refusé de voir. « Si, mais j'ai appris à vivre sans. Peut-être est-il temps d'apprendre à vivre avec, » suggéra Élodie avec douceur. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Les jours suivants, leurs échanges gagnèrent en naturel et en complicité. Théo rentrait plus tôt, prenait le temps de regarder Élodie peindre, lui parlait de ses journées au bureau. Elle, de son côté, s'intéressait à son travail, posait des questions pertinentes sur les énergies renouvelables qui surprenaient et enchantaient Théo. Un soir, alors qu'il regardait un film dans le salon, Élodie s'endormit sur le canapé. Théo la contempla longuement, remarquant la courbe délicate de ses cils, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement dans le sommeil. Une envie irrésistible de la toucher, de caresser ses cheveux, s'empara de lui.
Il se leva brusquement et alla chercher un plaid qu'il posa délicatement sur elle. Ce simple geste, cette attention spontanée, lui fit prendre conscience d'une vérité qu'il avait tenté d'ignorer. Élodie ne lui était plus indifférente. Bien au contraire, elle commençait à occuper ses pensées de façon troublante. Il se surprenait à guetter le son de sa voix le matin, à humer discrètement son parfum quand elle passait près de lui, à admirer la grâce avec laquelle elle évoluait dans son fauteuil. Cette prise de conscience le terrifiait. Tomber amoureux d'Élodie n'était pas prévu au contrat. Cela compliquerait tout, rendrait leur séparation future déchirante. Et pourtant, comment lutter contre ce sentiment qui grandissait chaque jour, malgré sa volonté? Le lendemain matin, Élodie le trouva étrange, distant, comme s'il avait dressé de nouveaux murs entre eux. Elle ne comprenait pas ce changement soudain, cette froideur qui avait remplacé la complicité naissante de la veille. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises, car si Théo luttait contre ses sentiments, Élodie commençait elle aussi à ressentir des émotions qu'elle n'avait pas anticipées. Le sourire rare mais lumineux de son mari, sa gentillesse cachée, sa façon de l'écouter vraiment quand elle parlait, tout cela créait une alchimie dangereuse qui menaçait l'équilibre fragile de leur arrangement. Leur mariage de convenance se transformait lentement en quelque chose de plus profond, de plus vrai. Et ni l'un ni l'autre ne savaient encore comment gérer cette évolution qui n'était écrite dans aucun contrat. 3 semaines après leur mariage, l'inévitable arriva. Théo rentra un soir avec une expression tendue qui alerta immédiatement Élodie. « Nous avons un problème », annonça-t-il sans préambule. « Quel genre de problème ?»« Le gala de charité de la Chambre de commerce de Lyon. C'est dans 2 jours, et notre présence est fortement attendue. » Élodie posa son pinceau, sentant son estomac se nouer. Depuis leur installation commune, elle avait réussi à oublier qu'elle devrait tôt ou tard affronter le monde de Théo. Ces gens qui la jugeraient, la jaugeraient, chercheraient les failles dans leur couple de façade. Ne peux-tu pas y aller seul? Impossible. Tout Lyon sera là, y compris les membres du conseil d'administration. Mon absence d'épouse serait remarquée et commentée. Je ne sais pas comment me comporter dans ce genre d'événement, Théo. Je ne connais rien à vos codes, vos usages. Il s'approcha d'elle et elle fut troublée par la douceur inattendue de sa voix. Je serai avec vous. Tout se passera bien. Tu en es sûr? Certain. Le mot était sorti naturellement. Ce tutoiement qu'ils n'avaient jamais officiellement adopté, mais qui s'imposait peu à peu dans leur intimité grandissante. Le lendemain, Théo emmena Élodie dans une boutique de luxe de la rue de la République. La vendeuse, une femme élégante aux cheveux platine, les accueillit avec un empressement qui trahissait la notoriété de Théo. « Monsieur Blanchet, quel plaisir de vous revoir. Et voici madame, mon épouse, Élodie. » Le mot « épouse » dans la bouche de Théo provoqua un frisson chez Élodie qu'elle tenta de dissimuler. « Nous cherchons une robe de soirée pour le gala de demain, » précisa Théo. « Parfait, j'ai exactement ce qu'il faut. » La vendeuse disparut dans l'arrière-boutique, laissant Élodie et Théo seuls dans le salon, feutrés au canapé de velours beige. « Tu n'étais pas obligé de m'accompagner, » dit Élodie. « Si, je veux que tu te sentes à l'aise, que tu aies confiance en toi. » Pourquoi? La question le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet? Parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle souffre. Parce qu'il voulait qu'elle brille, qu'elle éblouisse tous ces gens qui la jugeraient. Parce qu'il était fier d'elle. Parce que tu le mérites, dit-il simplement. La vendeuse revint avec plusieurs robes, mais une seule retint l'attention d'Élodie. Une création en soie émeraude qui épousait parfaitement ses formes, rehaussant la couleur de ses yeux et la douceur de sa peau. « Elle est parfaite », murmura Théo quand elle sortit de la cabine d'essayage. Et il le pensait vraiment. Élodie était éblouissante dans cette robe qui semblait avoir été créée pour elle. Ses épaules nues révélaient une peau nacrée et le décolleté subtil soulignait la grâce de son cou. Théo dut faire un effort pour détourner le regard. « Tu crois? Je ne me sens pas... Moi, tu es magnifique. Fais-moi confiance. » Le soir du gala, Élodie se préparait avec une nervosité grandissante. Ses mains tremblaient légèrement en appliquant son rouge à lèvres, et elle dut s'y reprendre à plusieurs fois pour réussir son trait d'eyeliner.
Théo l'attendait dans le salon, impeccable dans son smoking noir. Quand elle apparut, il sentit son souffle se couper. Élodie avait relevé ses cheveux en un chignon sophistiqué qui dégageait sa nuque délicate, et des boucles d'oreilles en diamant, un prêt de sa mère, accrochaient la lumière. « Prête ?» demanda-t-il en lui offrant son bras. Aussi prête que possible. Le grand hôtel-Dieu, transformé pour l'occasion en écrin de luxe, accueillait le gratin lyonnais. Lustre de cristal, composition florale somptueuse, orchestre de jazz, tout respirait l'élégance et l'argent. Dès leur entrée, Élodie sentit les regards converger vers eux, chuchotements, coups d'œil curieux, sourires forcés. Elle serra instinctivement le bras de Théo, qui lui couvrit la main d'un geste protecteur. « Théo !» s'exclama une voix masculine. Un homme d'une 60aine d'années s'approchait, accompagné d'une femme blonde aux bijoux ostentatoires. « Bonsoir Pierre, Marguerite. Nous sommes impatients de faire la connaissance de votre épouse. » Les présentations se succédèrent, chaque nouveau couple apportant son lot de questions indiscrètes et de remarques à double sens. Élodie répondait avec grâce, mais Théo sentait la tension dans sa voix, la crispation de ses épaules. « Comme c'est romantique cette histoire de testament !» susurra Marguerite Dufour, l'épouse d'un banquier influent. « Votre grand-père avait vraiment une âme de poète. » « En effet, » répondit Élodie avec un sourire qui ne trompait personne. « Et vous étiez artiste, c'est cela ?» reprit la femme avec une pointe de condescendance. « Je suis toujours artiste, madame. Le mariage n'a pas changé ma vocation. »« Bien sûr, bien sûr. Et vous, pardonnez ma curiosité, mais votre situation, cela ne complique pas trop les choses. » Le silence qui suivit fut lourd de malaise. Élodie blêmit, et Théo sentit la colère monter en lui. « Ma femme est la personne la plus remarquable que je connaisse, » dit-il d'une voix glaciale. « Son courage et son talent forcent l'admiration. Si vous n'êtes pas capable de le voir, c'est que votre jugement est altéré. » Marguerite rougit, bafouilla des excuses, et s'éloigna rapidement, entraînant son mari dans son sillage. « Merci, » murmura Élodie. « Tu n'as pas à supporter ce genre de remarques, pas de la part de ces gens. » Sa voix vibrait d'une émotion qu'Élodie ne lui connaissait pas. Il l'avait défendue avec une véhémence qui trahissait des sentiments plus profonds qu'un simple respect contractuel. Le reste de la soirée se déroula sans incident majeur, mais Élodie restait tendue, épuisée par l'effort constant de paraître détendue. Théo ne la quittait pas d'une semelle, anticipant les questions embarrassantes, détournant habilement les conversations qui dérapaient. Quand l'orchestre attaqua une valse, il se tourna vers elle. « M'accorderiez-vous cette danse, Madame Blanchet ?» Élodie hésita, danser en fauteuil roulant, devant tous ces gens. Mais le regard de Théo était si tendre, si encourageant, qu'elle hocha la tête. Il la mena au centre de la piste, indifférent aux murmures et aux regards. Puis, avec une grâce naturelle, il se pencha vers elle et commença à la faire évoluer au rythme de la musique. Ses mouvements étaient fluides, élégants, et Élodie se laissa porter par cette danse unique qui les isolait du reste du monde. « Comment sais-tu faire cela ?» murmura-t-elle. « J'ai pris quelques cours, avoua-t-il. Je voulais que ce moment soit parfait pour toi. » Cette confession la bouleversa. Théo avait appris à danser avec une personne en fauteuil roulant. Pour elle, pour qu'elle ne se sente pas exclue, pour qu'elle puisse vivre pleinement cette soirée. Autour d'eux, les autres couples s'étaient arrêtés, observant cette danse singulière, avec un mélange de curiosité et d'émotion. Mais Élodie ne voyait plus que deux, unis dans cette harmonie parfaite qui transcendait toute différence. Quand la musique s'arrêta, des applaudissements spontanés éclatèrent. Théo sourit à Élodie et elle lui rendit son sourire, le cœur battant d'une émotion qu'elle n'osait pas nommer. « Tu es extraordinaire », lui dit-il en la raccompagnant à leur table. « Non, c'est toi qui es extraordinaire. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, ils comprirent tous deux que quelque chose venait de basculer entre eux. Cette soirée, pensée comme une épreuve à surmonter, était devenue une révélation. En rentrant chez eux, ils étaient silencieux, chacun perdu dans ses pensées. L'appartement leur sembla soudain plus intime, plus chargé de sous-entendus. Ils se séparèrent devant leurs chambres respectives avec une gêne nouvelle, conscients que leur relation venait de franchir un cap invisible, mais irréversible.
Les jours qui suivirent le gala furent marqués par une tension nouvelle entre Théo et Élodie. Cette danse partagée avait brisé quelque chose en eux, une barrière invisible qui les protégeait de leurs propres émotions. Ils se regardaient différemment, se parlaient avec plus de douceur, multipliaient les attentions délicates sans oser s'avouer ce qui leur arrivait. Théo rentrait désormais plus tôt du bureau, prétextant une charge de travail allégée. En réalité, il avait hâte de retrouver Élodie, de partager ces moments du quotidien qui prenaient une saveur particulière en sa compagnie. Le petit déjeuner devenait un rituel précieux où ils échangeaient sur leurs projets de la journée, leurs rêves, leurs souvenirs. Un matin, Élodie le surprit en préparant un café selon une recette auvergnate que lui avait enseignée sa grand-mère. « Goûte ça », dit-elle en lui tendant une tasse fumante. Théo but une gorgée et ferma les yeux, savourant le mélange subtil d'épices et de douceur. « C'est extraordinaire. Quel est ton secret ? » « Une pincée de cannelle et beaucoup d'amour, » répondit-elle avec un sourire malicieux. Le mot « amour » resta suspendu entre eux, chargé d'une signification que ni l'un ni l'autre n'osait approfondir. Les soirées aussi avaient changé. Ils regardaient ensemble des films blottis sur le canapé, commentaient l'actualité, se racontaient leur journée avec une complicité grandissante. Théo découvrait l'humour d'Élodie, sa façon unique de voir le monde, son optimisme contagieux malgré les épreuves qu'elle avait traversées. Un soir, alors qu'ils feuilletaient ensemble un livre d'art sur les impressionnistes, leurs mains se frôlèrent en tournant une page. Ce contact anodin provoqua une décharge électrique qui les fit sursauter tous les deux. Leurs regards se croisèrent et Théo sentit son cœur s'emballer. Élodie. Oui, il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais les mots se dérobèrent. Comment avouer qu'il pensait à elle constamment, qu'il avait envie de la prendre dans ses bras, de caresser ses cheveux, d'embrasser ses lèvres qui le tentaient chaque jour davantage? Rien, c'est rien. Mais ce rien disait tout, et Élodie le comprit parfaitement. Elle aussi luttait contre des sentiments de plus en plus forts, contre cette attirance qui grandissait malgré sa volonté de respecter les termes de leur contrat. Le week-end suivant, Théo proposa une escapade à Élodie. « J'aimerais te montrer un endroit qui m'est cher, si tu acceptes de m'accompagner. Où veux-tu m'emmener ? À Annecy. J'y ai une petite maison que mon grand-père m'a léguée. » L'idée de quitter Lyon, de s'éloigner des regards et des conventions, séduisit immédiatement Élodie. « J'aimerais beaucoup. » Le trajet jusqu'à Annecy se déroula dans une atmosphère détendue. Théo conduisait en lui racontant l'histoire de cette maison où il avait passé ses meilleurs souvenirs d'enfance avant la mort de ses parents. Élodie l'écoutait, touchée par cette confiance qu'il lui accordait, par cette vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. La maison était un petit chalet alpin, surplombant le lac, entouré d'un jardin où poussaient des rosiers sauvages. Simple et chaleureuse, elle contrastait totalement avec le luxe froid de l'appartement lyonnais. « C'est magnifique !» souffla Élodie en découvrant la vue sur les eaux turquoises du lac. « J'espérais que cela te plairait. C'est ici que j'étais le plus heureux, enfant. Et maintenant, je ne sais plus très bien où est le bonheur. » Cette confession troubla Élodie. Elle percevait chez Théo une mélancolie qu'il cachait habituellement sous son masque d'homme d'affaires accompli. Ils passèrent l'après-midi à se promener autour du lac, Théo poussant parfois le fauteuil d'Élodie sur les sentiers plus difficiles. Cette intimité nouvelle, loin des obligations sociales, les rapprochait inexorablement. Ils riaient ensemble, partageaient des silences complices, se découvraient sous un jour différent. Le soir, Théo prépara un dîner simple sur la terrasse face au lac. Des bougies éclairèrent leurs visages dans la pénombre, créant une atmosphère romantique qu'aucun d'eux n'avait planifiée, mais que tous deux savouraient secrètement. « Tu sais, » dit Élodie en contemplant les reflets de la lune sur l'eau, « j'avais oublié que la vie pouvait être si douce. Que veux-tu dire ? Depuis mon accident, j'ai appris à être forte, à me battre, à ne compter que sur moi-même. Mais ces dernières semaines avec toi, tu me rappelles qu'on peut aussi se laisser porter, faire confiance, accepter d'être vulnérable. » Théo posa sa main sur la sienne, geste spontané qu'il regretta aussitôt. Mais Élodie ne retira pas sa main, et ce contact les troubla tous les deux. « Tu m'apprends beaucoup de choses aussi.
avoua-t-il, la patience, la joie de vivre, la beauté des petits moments. Théo, oui, nous ne devrions pas, je sais. Mais ils ne bougèrent pas, leurs mains toujours entrelacées, leurs regards perdus l'un dans l'autre. Dans cette nuit d'été parfaite, au bord de ce lac qui reflétait leurs émotions, ils prirent conscience qu'ils étaient en train de tomber amoureux malgré eux. Cette nuit-là, Élodie resta longtemps éveillée dans la chambre d'amis que Théo lui avait préparée. À travers les murs fins du chalet, elle entendait ses pas dans la chambre voisine, devinait qu'il ne dormait pas non plus. L'envie de le rejoindre, de se blottir contre lui, de céder à cette attraction grandissante, la tenaillait. Mais elle se força à résister, se rappelant leurs accords, la nature temporaire de leur union. De son côté, Théo luttait contre la même tentation. Chaque fibre de son être l'appelait vers Élodie, vers cette femme qui avait bouleversé sa vie ordonnée et prévisible. Mais comment pouvait-il risquer de tout gâcher en confessant des sentiments qu'elle ne partageait peut-être pas? Le lendemain matin, ils prirent le petit déjeuner sur la terrasse dans un silence chargé d'émotions. Les mots semblaient dangereux, susceptibles de briser l'équilibre fragile qu'ils avaient trouvé. « Il faut qu'on rentre », dit finalement Théo. « Oui, je sais. » Mais aucun d'eux ne bougea, comme si quitter ce havre de paix signifiait retourner à la réalité de leur mariage arrangé, à ces contraintes qui les empêchaient d'explorer leurs sentiments naissants. Sur le chemin du retour, Élodie observait le paysage défilant par la fenêtre, le cœur lourd. Ce week-end avait été un parenthèse enchanté, un avant-goût de ce que pourrait être leur vie s'ils étaient libres de leur choix. Mais ils ne l'étaient pas. Dans 3 mois, leur contrat arriverait à terme, et ils reprendraient chacun leur existence séparée. Cette perspective, qui lui avait semblé naturelle au début, lui était maintenant insupportable. Comment pourrait-elle retourner à sa vie d'avant, après avoir goûté à ce bonheur simple d'être aimée et comprise? Car elle en était désormais certaine. Elle aimait Théo, pas l'homme d'affaires redoutable, pas le PDG fortuné, mais l'homme sensible et blessé qu'elle avait découvert derrière le masque. Celui qui apprenait à danser pour elle, qui lui préparait son café comme elle l'aimait, qui la regardait peindre avec une admiration sincère. Le problème était qu'elle ignorait totalement si ses sentiments étaient partagés, et cette incertitude la rongeait autant que l'amour lui-même. L'opération de Claire avait été un succès. Élodie avait passé 3 jours à Clermont-Ferrand au chevet de sa mère, et Théo avait ressenti chaque heure de son absence comme un manque physique. Quand elle était revenue, rayonnante de soulagement et de joie, il avait dû se retenir de la prendre dans ses bras pour la serrer contre lui. « Comment va-t-elle » avait-il demandé, sincèrement inquiet. « Merveilleusement bien. Les médecins sont optimistes. Elle devrait pouvoir reprendre une vie normale d'ici quelques semaines. Je suis heureux pour vous deux. » Leurs regards s'étaient croisés, et dans celui d'Élodie, Théo avait lu une gratitude qui le bouleversait. Sans lui, sans cet arrangement, Claire serait peut-être morte. Cette pensée lui donnait l'impression d'avoir accompli quelque chose de vraiment important pour la première fois de sa vie. Mais leur bonheur retrouvé fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Vincent fit irruption dans le bureau de Théo avec une expression sombre qui présageait de mauvaises nouvelles. « Patron, nous avons un problème, un gros problème. » « De quel ordre ? » Mathieu Blanchet a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour la semaine prochaine. Il remet en question la validité de votre mariage et exige un vote de défiance du conseil d'administration. Théo sentit son sang se glacer. Mathieu, son cousin, avait toujours convoité la présidence de l'entreprise. Il attendait visiblement l'occasion de frapper. Sur quoi se base-t-il ? Il prétend avoir des preuves que votre mariage est un arrangement fictif, que vous ne respectez pas l'esprit du testament de votre grand-père. Quelles preuves ? Vincent posa une série de photographies sur le bureau. Elles montraient Théo et Élodie dans diverses situations, au restaurant, lors de leur promenade, même pendant leur week-end à Annecy. Mais ce qui frappait, c'était la distance visible entre eux, l'absence de gestes affectueux, de proximité physique. « Un détective privé, » expliqua Vincent. « Mathieu vous fait surveiller depuis le début. » Théo examina les clichés avec un sentiment de violation profonde. Leur intimité naissante, leurs moments précieux, tout avait été épié, analysé.
déformé. Il y a plus, reprit Vincent avec réticence. Mathieu a également fait enquêter sur Élodie. Il a des informations sur sa situation financière avant le mariage, sur l'opération de sa mère. Il sous-entend quoi exactement? Que votre épouse vous a épousé uniquement pour l'argent, que c'est une union purement mercantile qui ne respecte pas les volontés testamentaires. Théo ferma les yeux, sentant la colère monter en lui. Que Mathieu s'attaque à lui, soit, mais qu'il salisse la réputation d'Élodie, qu'il réduise ses motivations à de la cupidité, c'était inacceptable. Quelles sont nos options? Légalement, nous sommes en position délicate. Le testament est ambigu sur la nature du mariage exigé. Si le Conseil vote la défiance, je perds la présidence. Exactement. Ce soir-là, Théo rentra chez lui le cœur lourd. Comment annoncer à Élodie que leur arrangement privé allait être étalé sur la place publique, qu'elle allait être traînée dans la boue par des hommes d'affaires sans scrupules? Il la trouva dans son atelier, peignant avec une concentration intense. La toile représentait un paysage de montagne baigné de lumière dorée, et Théo fut frappé par la sérénité qui s'en dégageait. Comment pourrait-il troubler cette paix? « Bonsoir, dit-elle en levant les yeux vers lui. Tu rentres tard. J'avais des dossiers urgents à terminer. » Elle le connaissait assez maintenant pour percevoir sa tension, la fatigue qui marquait ses traits. « Quelque chose ne va pas ?» Théo s'assit sur le rebord de la fenêtre, cherchant ses mots. « Élodie, il faut qu'on parle. C'est important. » L'inquiétude se peignit sur le visage de la jeune femme. Elle posa ses pinceaux et lui fit face, prête à affronter la nouvelle épreuve. « Je t'écoute. Mon cousin Mathieu conteste notre mariage. Il a réuni des preuves de son caractère artificiel. » « Quel genre de preuves ?» Théo lui montra les photographies, observant son visage se décomposer au fur et à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de l'intrusion dans leur vie privée. « Il nous a fait espionner ?» murmura-t-elle. « Depuis le début, apparemment. » Élodie examina les clichés, et Théo vit ses joues s'empourprer de honte. Ces images la montraient telle qu'elle était vraiment. Une femme qui tentait de garder ses distances, de respecter un contrat, de ne pas s'impliquer émotionnellement. « C'est humiliant, souffla-t-elle. Élodie, non, tu ne comprends pas. Ces photos, elles montrent la vérité. Nous sommes des étrangers qui partagent un appartement, rien de plus. Ton cousin a raison. » « Ce n'est pas vrai !» La véhémence de sa réaction les surprit tous les deux. Théo se leva, arpentant la pièce comme un lion en cage. « Ces dernières semaines, ce que nous avons partagé. Tu appelles ça être des étrangers ? Qu'est-ce que nous avons partagé exactement, Théo? Quelques dîners, quelques conversations, un week-end à Annecy où nous nous sommes comportés en bons amis? Plus que cela, tu le sais très bien. »« Non, je ne sais rien !» cria Élodie, toute sa frustration explosant d'un coup. « Je ne sais pas ce que tu ressens, je ne sais pas ce que tu attends de moi, je ne sais pas où nous allons. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Ils se faisaient face, haletants, leurs émotions à vif. Des mots avaient été prononcés qui ne pourraient plus être retirés. « Tu veux savoir ce que je ressens ?» dit finalement Théo d'une voix rauque. « Je tombe amoureux de toi un peu plus chaque jour. Je pense à toi constamment. J'ai envie de te protéger, de te rendre heureuse, de... » « Arrête !» l'interrompit Élodie, les larmes aux yeux. « N'aggrave pas les choses. Pourquoi ? Parce que nos sentiments ne sont pas prévus au contrat ? Parce que c'est sans espoir. Nous avons signé pour 6 mois, Théo. 6 mois. Après, nous divorçons et nous reprenons nos vies séparées. C'était l'accord. Les accords peuvent changer. Non, pas celui-ci. Je ne peux pas. Je ne veux pas tomber amoureuse de toi pour te perdre dans 3 mois. » Cette confession échappa à Élodie avant qu'elle puisse la retenir. Elle venait d'avouer ses sentiments de la pire des façons, dans la colère et le désespoir. Théo s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre. « Tu ressens quelque chose pour moi ? » « Cela ne change rien, » sanglota Élodie. « Ton cousin a des preuves. Ton entreprise est en danger. Et nous ne sommes qu'un mensonge qui a fini par nous piéger. » Elle fit rouler son fauteuil vers la sortie, mais Théo lui barra le passage. « Attends, nous pouvons nous battre, prouver que nos sentiments sont réels. Comment ? En nous embrassant devant les caméras, en jouant la comédie de l'amour parfait ? Je ne peux pas faire ça, Théo. Je ne peux pas simuler ce que je ressens vraiment. Alors que proposes-tu » Élodie le regarda longuement, les yeux noyés de larmes. « Que nous respections notre contrat. »
jusqu'au bout, quoi qu'il nous en coûte. Sur ces mots, elle quitta la pièce, laissant Théo seul avec le poids de leurs aveux et l'amertume de l'impossible. Leur mariage de convenance venait de révéler sa véritable nature, un piège cruel qui les condamnait à s'aimer en secret, sans espoir de lendemain. Les jours précédant l'Assemblée générale extraordinaire furent un calvaire pour Théo et Élodie. Après leurs aveux douloureux, ils évitaient soigneusement de se retrouver seuls, communiquant par petits mots laissés sur la table de la cuisine, se saluant poliment quand ils se croisaient dans l'appartement. Élodie passait ses journées enfermée dans son atelier, peignant avec une rage désespérée des toiles sombres où dominaient les noirs et les rouges sang. L'art était redevenu son exutoire, le seul moyen d'évacuer la douleur de cet amour impossible qu'elle s'était interdit de vivre. Théo, de son côté, se noyait dans le travail, multipliant les réunions et les rendez-vous pour ne pas avoir le temps de penser. Mais chaque soir, en rentrant dans cet appartement hanté par la présence d'Élodie, il sentait son cœur se serrer un peu plus. L'avocat de la famille Blanchet, Maître Rousseau, était formel. Leur chance de l'emporter devant le conseil d'administration était mince. « Les preuves de Mathieu sont accablantes », expliquait-il lors d'une réunion d'urgence. « Ces photographies montrent clairement l'absence d'intimité entre vous et votre épouse, et les motivations financières d'Élodie peuvent être facilement démontrées. Nos sentiments ont évolué, protesta Théo. Nous, les sentiments ne sont pas des preuves juridiques, monsieur Blanchet. Il faudrait des témoignages, des démonstrations publiques d'affection, des... Non, pardon, je ne forcerai pas ma femme à jouer une comédie pour sauver mon poste. Elle a déjà assez souffert. Maître Rousseau soupira, conscient que son client était en train de s'aborder ses propres chances par noblesse d'âme. Dans ce cas, préparez-vous au pire. Mathieu a le soutien de la majorité du conseil. Votre grand-père n'est plus là pour vous protéger. Ce soir-là, Théo trouva Élodie dans la cuisine, préparant un dîner qu'elle ne partagerait pas avec lui. Depuis leur dispute, ils prenaient leur repas séparément, comme deux colocataires en conflit. « Élodie, il faut qu'on parle. Je croyais qu'on s'était tout dit. L'assemblée a lieu demain. Si je perds, tu perdras, et ce sera fini. » La froideur de sa voix le blessa plus qu'il ne s'y attendait. « Tu le souhaites ?» Elle se retourna vers lui, et il fut frappé par sa pâleur, par les cernes qui creusaient ses yeux verts. « Ce que je souhaite n'a plus d'importance. Nous avons signé un contrat, nous l'honorerons jusqu'au bout, même si cela nous détruit. » Nous détruire? Théo, nous ne sommes rien, juste deux personnes qui ont cru que... Sa voix se brisa, et elle détourna les yeux. « Que nous avions cru quoi ?» insista-t-il. « Rien, laisse tomber. » Mais Théo ne pouvait plus faire semblant. Ces semaines de mensonges à eux-mêmes, de sentiments refoulés, l'avaient épuisé. « Non, tu allais dire que nous avions cru que nous pourrions être heureux ensemble, que cet arrangement pourrait devenir quelque chose de vrai, de beau. Théo, regarde-moi, Élodie. » Elle obéit malgré elle, et il vit dans ses yeux la même souffrance que celle qui le rongeait. « Je t'aime, » dit-il simplement. « Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne. Et peu m'importe que ce soit écrit nulle part, peu m'importe les contrats et les clauses testamentaires. Ce que je ressens pour toi est la seule chose vraie dans ma vie. » Les larmes d'Élodie coulèrent librement, mais elle ne bougea pas, ne fit pas un geste vers lui. « Moi aussi, je t'aime, » murmura-t-elle. « Et c'est pour cela que je dois partir. » « Partir? Où? Chez ma mère, dès demain, après l'assemblée. Je ne peux plus rester ici, Théo, c'est trop dur. » Élodie, non, nous pouvons quoi? Vivre dans le mensonge? Faire semblant que nos sentiments n'existent pas? Je ne suis pas assez forte pour ça. Le lendemain matin, l'atmosphère dans les locaux de Blanchet Énergie était électrique. Les membres du conseil d'administration arrivaient un à un, certains évitant le regard de Théo, d'autres lui adressant des sourires compatissants qui présageaient de leur vote. Mathieu Blanchet, 42 ans, brun aux yeux noirs et au sourire carnassier, accueillit son cousin avec une fausse cordialité. « Théo, j'espère que tu ne m'en veux pas pour cette procédure. Mais l'honneur de notre famille et l'avenir de l'entreprise sont en jeu. »« L'honneur » répéta Théo avec amertume. « Tu ne sais même pas ce que ce mot signifie. Allons, allons. Ton grand-père souhaitait un mariage d'amour, pas un arrangement commercial.
Les preuves que j'ai rassemblées, tes preuves ne prouvent rien du tout. Vraiment? Alors explique-moi pourquoi ta charmante épouse ne t'accompagne pas aujourd'hui. Si vous formiez un vrai couple, ne serait-elle pas à tes côtés pour te soutenir? La remarque fit mouche. Élodie avait effectivement refusé de venir, prétextant que sa présence ne ferait qu'aggraver les choses. En réalité, Théo savait qu'elle ne supporterait pas d'être montrée du doigt, analysée, jugée par ces hommes qui ne la connaissaient pas. L'assemblée se déroula selon un rituel impitoyable. Mathieu présenta ses preuves, avec un talent d'orateur consommé, dressant le portrait d'un mariage factice motivé par l'appât du gain. Les photographies furent projetées sur grand écran, chaque image commentée, analysée, décortiquée. Regardez ces clichés, messieurs. Voyez-vous de l'amour, de la tendresse, de la complicité? Non. Vous voyez deux personnes qui respectent scrupuleusement les termes d'un contrat commercial. Théo encaissa les coups sans broncher, mais chaque mot était une torture. Voir leur intimité naissante ainsi dénaturée, leurs moments précieux transformés en preuve à charge, lui donnait envie de tout abandonner. Quand vint son tour de parler, il se leva avec difficulté, le cœur lourd de toutes les émotions qu'il ne pouvait exprimer. « Messieurs, mon grand-père était un homme d'honneur qui croyait aux promesses tenues. Il m'a demandé d'épouser Élodie Caron, et je l'ai fait. Ce qui s'est passé entre nous depuis, cela ne regarde que nous, justement. » s'exclama Mathieu. « Votre refus de témoigner de votre amour prouve bien qu'il n'existe pas. Mon refus de témoigner prouve que je respecte ma femme, que je ne l'exposerai pas aux regards indiscrets et aux jugements de gens qui ne la connaissent pas. Comme c'est noble, mais les faits sont là, Théo. Cette femme vous a épousé pour payer l'opération de sa mère. C'est un fait documenté, prouvé par les virements bancaires. Où est l'amour là-dedans? Le vote fut serré, mais sans surprise. 7 voix contre 5. Mathieu Blanchet devenait le nouveau président de Blanchet Énergie, et Théo se retrouvait simple actionnaire, dépossédé de l'œuvre de sa vie. En sortant de la salle de réunion, vidé de toute énergie, Théo croisa le regard de son cousin. Mathieu souriait, savourant sa victoire. Rien de personnel, cousin, juste des affaires. Va au diable, Mathieu. Théo rentra chez lui le cœur brisé, non pas tant par la perte de son poste que par l'idée de retrouver un appartement vide. Car Élodie avait tenu parole, ses affaires avaient disparu, ses toiles enlevées, et seul un petit mot l'attendait sur la table de la cuisine. « Théo, je suis désolé pour l'entreprise. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites. Merci pour tout. Élodie. » Il froissa le papier dans sa main, la rage et le désespoir se mêlant dans son cœur. Il avait tout perdu en une journée, sa position, son avenir et surtout la femme qu'il aimait. Pour la première fois depuis des années, Théo Blanchet se laissa aller à pleurer, seul dans cet appartement qui résonnait désormais du vide de sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Élodie avait quitté Lyon, et chaque jour ressemblait à une éternité pour Théo. L'appartement, jadis refuge élégant, était devenu un mausolée de souvenirs. Il ne supportait plus de passer devant l'ancienne chambre d'Élodie, dont la porte restait obstinément fermée, ni de voir la cuisine, où ils avaient partagé tant de petits déjeuners complices. Vincent, fidèle assistant devenu ami au fil des épreuves, s'inquiétait pour son ancien patron. Théo avait maigri, ses traits s'étaient creusés, et ses yeux bleus avaient perdu cette détermination qui le caractérisait autrefois. « Patron, Théo, il faut que tu réagisses, cela ne peut plus durer. »« Qu'est-ce qui ne peut plus durer ?» demanda Théo, sans lever les yeux du journal qu'il feuilletait machinalement. « Cette torpeur, tu ne sors plus, tu ne réponds plus au téléphone, tu refuses tous les rendez-vous. Tu as reçu 3 propositions d'embauche cette semaine, toutes excellentes. Je n'ai besoin de rien, j'ai assez d'argent pour vivre confortablement sans travailler. Ce n'est pas une question d'argent, tu t'enterres vivant. » Théo posa enfin son journal et regarda Vincent. Son ami avait raison, mais comment lui expliquer que travailler, voir du monde, reprendre une vie normale, lui semblait une trahison envers ce qu'il avait vécu avec Élodie. « Elle me manque, Vincent, chaque seconde de chaque jour. Alors va la voir, batte-toi pour elle. » Pour lui dire quoi? Que j'ai perdu mon entreprise? Que je ne suis plus rien? Qu'elle avait raison de partir? Pour lui dire que tu l'aimes,
que le reste n'a aucune importance. Théo secoua la tête avec amertume. L'amour ne suffit pas toujours, Vincent. Parfois, il faut savoir renoncer à quelqu'un pour son bien. À Clermont-Ferrand, Élodie n'allait guère mieux. Retrouver sa petite chambre d'enfance, ses habitudes d'avant, sa mère qui la couvait avec inquiétude. Tout lui semblait étroit, étouffant, après les semaines passées dans l'univers de Théo. Claire, complètement rétablie grâce à son opération, observait sa fille avec l'acuité d'une mère aimante. Élodie souriait, participait aux conversations, reprenait ses cours d'art-thérapie, mais quelque chose en elle s'était éteint. « Ma chérie, tu ne peux pas continuer comme ça », dit Claire un matin, en la trouvant devant son chevalet, peignant mécaniquement des paysages sans âme. « Comme quoi, maman? À faire semblant d'aller bien, à prétendre que ces 3 mois n'ont pas compté. Ils ont compté, c'est bien le problème. » Élodie posa son pinceau et se tourna vers sa mère. Ses yeux verts, jadis si lumineux, étaient ternes, marqués par une tristesse profonde. « J'ai lu les journaux, » continua Claire. « Cette histoire d'assemblée générale, la perte de son poste, tu crois qu'il va bien? Je ne sais pas, et je ne dois pas m'en préoccuper. Pourquoi? Parce que votre contrat est arrivé à terme? Entre autres. Élodie, tu parles de l'homme que tu aimes comme d'un dossier administratif, parce que c'est ce qu'il était, s'emporta Élodie. Un arrangement, un contrat. Nous avons eu tort de croire que cela pouvait devenir autre chose. Vous avez eu raison de tomber amoureux, répliqua Claire avec force. Mais vous avez eu tort d'avoir peur de cet amour. Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Élodie. Avait-il vraiment eu peur? Ou avait-il simplement été trop orgueilleux, trop attaché à leurs principes pour admettre que les sentiments authentiques ne respectent aucun contrat? Le soir même, elle reçut un appel inattendu. Vincent Moreau, l'assistant de Théo, avait retrouvé son numéro et tentait de jouer les médiateurs. « Madame Blanchet, Élodie, pardonnez-moi de vous déranger. »« Vincent, que se passe-t-il? Théo va bien ?» L'inquiétude perçante dans sa voix trahit ses sentiments malgré elle. « Non, justement, il ne va pas bien du tout. Il dépérit, Élodie. Il ne sort plus, ne mange plus, refuse tout contact avec l'extérieur. Je suis désolé de l'apprendre, mais je ne vois pas ce que je peux. Vous pouvez aller le voir, lui parler. Vous étiez la seule à le faire sourire, la seule à le rendre humain. Vincent, notre arrangement est terminé. Nous avons repris nos vies séparées, comme convenu. Arrangement? Vous appelez ça un arrangement? J'ai vu comment il vous regardait, Élodie. J'ai vu comment vous le regardiez aussi. Ce n'était pas un arrangement, c'était de l'amour. » Les mots de Vincent faisaient écho à ceux de sa mère. Tout le monde semblait voir plus clair qu'eux dans leurs propres sentiments. Vincent, même si c'était vrai, même si nous nous aimions vraiment, cela changerait quoi? Il a perdu son entreprise à cause de moi. Sa réputation est ternie. Comment pourrais-je lui apporter autre chose que des regrets? Vous pourriez lui apporter l'espoir, l'amour, une raison de se reconstruire. Après avoir raccroché, Élodie resta longtemps immobile dans sa chambre, le téléphone à la main. L'image de Théo seul et désespéré dans son appartement lyonnais la hantait. Avait-elle eu raison de partir, de respecter leurs accords plutôt que d'écouter son cœur? Cette nuit-là, ni Théo à Lyon, ni Élodie à Clermont-Ferrand ne trouvèrent le sommeil. Séparés par 300 kilomètres, ils pensaient l'un à l'autre avec la même intensité douloureuse, se demandant si l'amour méritait vraiment qu'on se batte pour lui, qu'on transgresse les contrats et les conventions. À Lyon, Théo contemplait les lumières de la ville depuis sa fenêtre, se remémorant la façon dont Élodie s'extasiait devant ce même paysage lors de leur première soirée ensemble. À Clermont-Ferrand, Élodie regardait les étoiles en pensant au week-end à Annecy, à ces moments volés où ils avaient entrevu ce que pourrait être leur bonheur. Tous deux arrivaient lentement à la même conclusion. L'orgueil et les principes ne valèrent peut-être pas le sacrifice de l'amour. Mais comment faire le premier pas? Comment admettre qu'ils s'étaient trompés, qu'ils avaient eu tort de se séparer? Le lendemain, Élodie prit une décision qui allait changer le cours de leur histoire. Elle ne pouvait plus supporter cette séparation, cette douleur sourde qui l'accompagnait depuis son départ de Lyon. Peu importaient les conventions, les contrats, les qu'en dira-t-on. Si elle aimait Théo, et elle l'aimait de tout son être, elle devait se battre pour cet amour. Mais au même moment, à Lyon,
Théo prenait une décision diamétralement opposée. Pour preuve d'amour ultime, il avait décidé de laisser Élodie tranquille, de ne plus jamais troubler sa vie de ses sentiments. S'il aimait vraiment signifiait la laisser libre, alors il trouverait la force de s'effacer. Leurs destins se croisaient de nouveau, mais en sens inverse, chacun ignorant les résolutions de l'autre. Et cette tragique incompréhension allait pousser leur histoire vers un dénouement que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipé. Le matin où Élodie prit le train pour Lyon, déterminée à reconquérir l'homme qu'elle aimait, Théo quittait la ville dans sa voiture, direction l'aéroport de Saint-Exupéry. Il avait accepté l'offre d'une entreprise canadienne spécialisée dans l'éolien offshore, un poste à Montréal qui lui permettrait de recommencer sa vie à zéro, loin des souvenirs douloureux. Leurs trajets se croisèrent littéralement sur l'autoroute A6, mais aucun d'eux ne le sut jamais. Deux âmes en peine qui s'aimaient et se fuyaient simultanément, victimes d'un malentendu cosmique qui aurait pu les faire rire s'il n'avait été si tragique. Élodie arriva rue Édouard Herriot, le cœur battant, ses mains tremblant légèrement sur les roues de son fauteuil. Elle avait répété 1000 fois ce qu'elle dirait à Théo, comment elle s'excuserait de l'avoir abandonné, comment elle lui avouerait que la vie sans lui n'avait aucun sens. Le concierge de l'immeuble, Monsieur Dubois, qu'elle connaissait bien, l'accueillit avec surprise. « Madame Blanchet, que faites-vous ici? Monsieur Théo n'est-il pas avec vous? » « Comment cela? Il n'est pas chez lui? » ?»« Oh non, il est parti ce matin avec de gros bagages. Il m'a dit qu'il s'absentait pour plusieurs mois, peut-être définitivement. » Le cœur d'Élodie se serra. Trop tard. Elle était arrivée trop tard. A-t-il dit où il allait? Au Canada, je crois. Quelque chose comme Montréal? Élodie sentit son monde s'écrouler. Théo était parti. Sans un mot, sans un signe, il avait tiré un trait sur leur histoire, sur Lyon, sur elle. « Puis-je monter dans l'appartement ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Bien sûr, madame. Vous avez toujours vos clés. » L'appartement était d'un vide glacial. Théo avait emporté ses affaires personnelles, ne laissant que les meubles et quelques objets sans valeur sentimentale. Élodie roula lentement de pièce en pièce, découvrant l'ampleur de sa disparition. Dans l'ancien atelier qu'elle avait aménagé, elle trouva quelque chose qui lui coupa le souffle. Une toile qu'elle avait oubliée lors de son départ précipité. Mais ce n'était plus la même. Théo y avait ajouté des éléments, des couleurs, des détails qui transformaient complètement l'œuvre originale. Elle avait peint un paysage de montagne sous la neige, froid et solitaire. Théo y avait ajouté une silhouette de femme au premier plan, dos tourné, semblant regarder vers l'horizon. Et dans le ciel, il avait peint des oiseaux en vol, comme un symbole d'espoir et de liberté. Au bas de la toile, une inscription à la peinture dorée, « Pour que tu comprennes que tu n'es jamais seul. T. » Les larmes d'Élodie coulèrent sur la toile, mêlant ses émotions aux couleurs encore fraîches. Théo l'aimait. Cette peinture en était la preuve bouleversante. Mais il était parti, convaincu qu'elle ne reviendrait jamais, qu'elle était plus heureuse sans lui. Elle décrocha son téléphone et composa le numéro de Vincent. « Vincent, c'est Élodie. J'ai besoin de savoir où Théo est parti exactement. »« Élodie, vous êtes à Lyon, mais il est... »« Parti, oui, je sais. S'il vous plaît, aidez-moi à le retrouver. » Vincent lui donna l'adresse de l'entreprise canadienne et le nom de l'hôtel où Théo devait séjourner en attendant de trouver un appartement. Élodie raccrocha et réfléchit fébrilement. Montréal. Comment pourrait-elle le rejoindre? Avait-elle le droit de le poursuivre jusqu'au bout du monde? Pendant ce temps, dans l'avion qui l'emmenait vers sa nouvelle vie, Théo contemplait les nuages par le hublot, l'esprit envahi par les souvenirs d'Élodie. Chaque kilomètre qui l'éloignait de la France était une déchirure supplémentaire. Mais il se persuadait qu'il agissait par amour, pour libérer Élodie du poids de leur histoire compliquée. Il repensait à leur dernière dispute, à la douleur dans les yeux d'Élodie quand elle avait parlé de partir. Elle avait eu raison finalement. Leur amour était né dans le mensonge d'un contrat, souillé par les intrigues familiales et les ragots de la haute société. Comment aurait-il pu s'épanouir dans de telles conditions? À l'aéroport de Montréal, l'air frais du Canada lui gifla le visage, lui rappelant brutalement qu'il était désormais seul dans un pays étranger, sans repère, sans attache.
La liberté qu'il avait cru trouver dans cette fuite ressemblait davantage à un exil volontaire. Son nouveau patron, James Mackenzie, l'accueillit chaleureusement dans les bureaux d'Éoliennes Nordiques Inc. « Théo, bienvenue au Canada. Nous sommes ravis de vous avoir dans notre équipe. Votre réputation vous précède. » « Merci, James. J'espère être à la hauteur de vos attentes. » « Aucun doute là-dessus. Au fait, vous avez prévu de faire venir votre famille bientôt ?» La question innocente frappa Théo en plein cœur. Sa famille. Élodie avait été sa famille, le temps de quelques mois magiques. Maintenant, il n'avait plus personne. Je suis célibataire, mentit-il. Parfait. Un homme libre s'adapte plus facilement. Montréal regorge de femmes charmantes. Vous verrez. Théo sourit poliment, mais l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre lui était insupportable. Comment pourrait-il aimer une autre femme après Élodie? Comment pourrait-il oublier ses yeux verts, son rire cristallin, sa façon unique de voir la beauté dans les détails du quotidien? De retour à Clermont-Ferrand le soir même, Élodie avait pris une décision folle, mais irrévocable. Elle allait se rendre à Montréal. Peu importait que ce soit insensé, désespéré, contraire à toute logique. Elle aimait Théo, et elle n'abandonnerait pas sans s'être battue. « Tu es certaine de ce que tu fais ?» demanda Claire, inquiète mais admirative devant la détermination de sa fille. « Non, maman, je ne suis sûre de rien, sauf que je l'aime et que je ne peux pas le laisser croire que je ne l'aime pas. Et s'il refuse de te voir, s'il a vraiment tourné la page, alors au moins j'aurais essayé, et je pourrais vivre avec mes regrets plutôt qu'avec mes lâchetés. » Claire serra sa fille dans ses bras, émue par ce courage qui lui rappelait sa propre jeunesse. « Vas-y, ma chérie, bats-toi pour ton bonheur. » Cette nuit-là, Élodie organisa fébrilement son voyage, réservant un billet d'avion, contactant l'ambassade pour les formalités, préparant un petit bagage. Dans 48 heures, elle serait à Montréal, face à l'homme qu'elle aimait pour une explication qui déterminerait le reste de leur vie. Mais à des milliers de kilomètres de là, Théo passait sa première nuit canadienne dans un hôtel impersonnel, fixant le plafond en tentant de se convaincre qu'il avait pris la bonne décision. L'image d'Élodie dans sa robe de mariée, le souvenir de leur danse au gala, l'écho de ses rires dans l'appartement lyonnais, tout cela appartenait désormais au passé. Il ignorait qu'à cet instant précis, la femme qu'il croyait avoir perdue pour toujours préparait le voyage le plus important de sa vie pour le retrouver. Deux cœurs qui s'aimaient, séparés par l'orgueil et les malentendus, allaient bientôt se retrouver face à face dans une ville étrangère, pour une confrontation qui révélerait enfin la vérité de leurs sentiments. L'avion d'Élodie atterrit à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal par un après-midi glacial de novembre. Emmitouflée dans son manteau d'hiver, elle observait ce nouveau monde à travers les vitres du taxi qui l'emmenait vers le centre-ville. Les feuilles d'érable dorées jonchaient les trottoirs, et l'accent québécois du chauffeur ajoutait une note d'exotisme à son périple. « Première fois au Québec ?» demanda l'homme avec un sourire chaleureux. « Oui, je viens retrouver quelqu'un. » « Ah, l'amour, c'est beau ça. J'espère que ça va bien se passer pour vous, madame. » Élodie sourit faiblement, l'estomac noué par l'appréhension. Dans quelques heures, elle reverrait Théo. Comment réagirait-il? Serait-il heureux, en colère, indifférent? Avait-elle eu raison de traverser l'Atlantique pour cette confrontation? L'hôtel où séjournait Théo se trouvait dans le vieux Montréal, un quartier pavé aux allures européennes qui la rassura un peu. Elle s'installa dans un petit bed and breakfast situé à quelques rues de là, prétextant au propriétaire qu'elle était venue pour affaires. Le lendemain matin, après une nuit blanche passée à répéter ce qu'elle dirait à Théo, Élodie se dirigea vers les bureaux d'Éoliennes Nordiques Inc. L'immeuble moderne contrastait avec l'architecture historique du quartier, et elle resta quelques minutes dans le hall, rassemblant son courage. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, une jeune femme blonde aux yeux bienveillants. « Je souhaiterais voir Théo Blanchet, s'il vous plaît. »« Monsieur Blanchet? Il est en réunion actuellement. Vous avez rendez-vous ?»« Non, mais c'est personnel, très important. » La réceptionniste hésita, puis sourit avec complicité. « Vous êtes française, comme Monsieur Blanchet. Vous êtes de la famille. »« En quelque sorte, mentit Élodie. Sa épouse. » « Oh,
Il ne m'avait pas dit qu'il était marié. Quelle surprise! Attendez, je vais voir s'il peut vous recevoir. » Pendant que la jeune femme passait un coup de fil, Élodie sentit son cœur battre à tout rompre. Dans quelques instants, elle allait revoir l'homme qu'elle aimait dans des circonstances qu'aucun d'eux n'avait prévues. « Monsieur Blanchet va vous recevoir dans son bureau. 5e étage, porte 502. » L'ascenseur lui sembla interminable. Élodie ajusta nerveusement ses cheveux, vérifia son maquillage dans le miroir de la cabine. Comment expliquer sa présence? Par où commencer? La porte 502 était entr'ouverte. Élodie frappa doucement et entendit une voix familière dire « Entrez !» Théo était de dos face à la fenêtre panoramique qui offrait une vue saisissante sur le Saint-Laurent. Il portait un pull gris qui soulignait la largeur de ses épaules, et ses cheveux étaient légèrement plus longs qu'avant, lui donnant un air moins formel. « Bonjour, Théo !» Il se retourna si brusquement qu'il faillit renverser sa tasse de café. Ses yeux bleus s'écarquillèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. « Élodie, qu'est-ce que tu... Comment es-tu? Je suis venu te parler. Nous avons des choses à nous dire. » Théo s'appuya contre son bureau, comme si ses jambes ne le portaient plus. Il avait maigri, remarqua Élodie, et ses traits étaient tirés par la fatigue et le chagrin. « Tu n'aurais pas dû venir, dit-il finalement d'une voix rauque. « Ah, pourquoi? Parce que tu as décidé unilatéralement que notre histoire était finie, parce que c'est mieux ainsi, pour toi, pour nous deux. C'est à moi d'en juger, tu ne crois pas? » Il se faisait face dans ce bureau impersonnel, chargé de tous les non-dits qui les séparaient depuis des semaines. Théo buvait littéralement du regard cette femme qu'il avait cru ne jamais revoir, notant chaque détail. Ses joues rougies par le froid, ses yeux verts brillants d'émotion, sa façon gracieuse de manœuvrer son fauteuil. « Élodie, je t'en prie, nous avons signé un contrat. 6 mois, c'est terminé. Le contrat, oui, mais pas nos sentiments. »« Nos sentiments », répéta-t-il avec amertume. « Nos sentiments nous ont menés où exactement ? À ma destitution, à ton humiliation publique, à cette séparation douloureuse. Ils nous ont menés à nous aimer, » s'écria Élodie. « Et tu sais quoi? Je préfère souffrir d'aimer quelqu'un que de vivre dans l'indifférence. Tu ne comprends pas. J'ai tout perdu, mon entreprise, ma réputation, mon avenir. Je n'ai plus rien à t'offrir. Je ne t'ai jamais demandé de m'offrir quoi que ce soit, juste d'être toi, d'être avec moi. » Théo passa une main dans ses cheveux, geste familier qu'Élodie avait appris à reconnaître dans ces moments de grande tension. « Tu mérites mieux que ça, Élodie, mieux qu'un homme diminué, sans projet, sans quoi? Sans cœur, sans amour, parce que c'est tout ce qui compte pour moi. » Elle s'approcha de lui, et Théo recula instinctivement, comme si sa proximité était dangereuse. « Tu as trouvé ma toile, » continua-t-elle, « celle que tu as modifiée. Tu crois que j'ai pu rester insensible à ce message? Cette toile, je n'aurais pas dû... Si, tu aurais dû, comme tu aurais dû me dire que tu m'aimais avant de disparaître, comme tu aurais dû te battre pour nous. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Élodie, et Théo luttait contre l'envie irrésistible de la prendre dans ses bras. « Élodie, non, laisse-moi finir. J'ai traversé l'Atlantique pour te dire une chose très simple. Je t'aime. Je t'aime comme une folle, comme on n'aime qu'une fois dans sa vie. Et peu m'importe que tu aies perdu ton entreprise, peu m'importe que nous n'ayons plus d'argent, peu m'importe que les gens jasent. La seule chose qui compte, c'est que nous soyons ensemble. » Le silence qui suivit fut lourd de tous leurs espoirs et de toutes leurs peurs. Théo regardait cette femme extraordinaire qui avait tout quitté pour le retrouver, qui brisait toutes ses certitudes d'un seul regard. « Et si je te disais que moi aussi je t'aime » murmura-t-il. « Que pas un jour ne passe sans que je pense à toi, que cette séparation me tue à petit feu? Alors je te dirais que nous sommes 2 idiots qui ont failli gâcher le plus beau cadeau que la vie puisse offrir. » Théo fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à se retrouver à genoux devant son fauteuil. Il prit ses mains dans les siennes, ses mains qu'il avait tant regrettées. « Élodie, est-ce que tu accepterais de recommencer? Pas avec un contrat cette fois, pas avec des obligations ou des échéances, juste nous deux, avec nos sentiments vrais. C'est tout ce que j'espérais entendre, » souffla-t-elle.
Leurs lèvres se joignirent enfin dans un baiser qui effaça toutes les souffrances, tous les malentendus, toutes les peurs. Un baiser qui scellait leur union véritable, celle du cœur et de l'âme, plus forte que tous les contrats du monde. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient à la fois, bouleversés par l'intensité de leur retrouvailles. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Élodie. « On apprend à vivre ensemble, vraiment ensemble, en se fichant du regard des autres, des conventions, des qu'en dira-t-on. Ici, à Montréal, où tu veux, du moment que c'est avec toi. » Par la fenêtre du bureau, la ville canadienne s'étendait sous un ciel d'automne, promesse d'un nouveau départ pour deux cœurs qui venaient enfin de se retrouver. Leur mariage de convenance était mort, mais leur amour véritable venait de naître, plus fort que jamais. Un an plus tard, la petite galerie d'art du plateau Mont-Royal bruissait d'une activité joyeuse. L'exposition Nouveau Monde d'Élodie Blanchet, elle avait gardé ce nom qui lui allait si bien désormais, connaissait un succès retentissant. Ses toiles, inspirées par sa nouvelle vie canadienne, mêlaient les couleurs chaudes de l'Auvergne aux teintes froides du Québec, créant une harmonie unique qui parlait au cœur des visiteurs. Théo observait sa femme, sa vraie femme cette fois, évoluer avec grâce entre les invités, expliquant ses œuvres avec cette passion communicative qui l'avait séduit dès le premier jour. Elle portait une robe bleue qui épousait parfaitement ses formes, et ses cheveux, plus longs maintenant, cascadaient librement sur ses épaules. « Elle est remarquable, votre épouse », commenta James Mackenzie en s'approchant de Théo. « Je sais, j'ai beaucoup de chance. Et vous, ce nouveau projet d'éolienne flottante avance ?» Théo sourit, se tournant vers son patron devenu ami. Après les retrouvailles de Montréal, ils avaient décidé de rester au Canada. Théo s'était rapidement imposé dans l'équipe d'éoliennes nordiques et son expertise européenne avait permis de décrocher plusieurs contrats importants. Mieux que prévu. Nous démarrons les tests en mer au printemps prochain. Parfait. Au fait, félicitations pour la nationalisation de votre épouse. Citoyenne canadienne maintenant, résidente permanente seulement pour l'instant, mais elle adore ce pays. Et vous? Aucun regret sur la France? Théo jeta un coup d'œil vers Élodie, qui riait aux éclats devant l'une de ses toiles en compagnie d'un couple de collectionneurs. Comment avoir des regrets quand on a trouvé le bonheur? La soirée touchait à sa fin quand les derniers visiteurs quittèrent la galerie. Élodie, épuisée mais radieuse, comptait les petites pastilles rouges qui signalaient les œuvres vendues. « 15 toiles !» s'exclama-t-elle. « Je n'arrive pas à y croire. »« Moi, si !» dit Théo en l'embrassant tendrement. « Tu as un talent extraordinaire. Il était temps que le monde entier le reconnaisse. »« Le monde entier ? Tu exagères un peu ? Pas du tout. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit de sa veste une enveloppe élégante qu'il lui tendit avec un sourire mystérieux. « Na, qu'est-ce que c'est ? Ouvre !» Élodie déchira l'enveloppe et découvrit un faire-part d'exposition, mais pas n'importe lequel, celui du Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui lui proposait une exposition personnelle pour l'année suivante. « Théo, comment as-tu » J'ai peut-être glissé un mot au conservateur, qui se trouve être un ami de James. Il a vu tes œuvres ce soir et il est emballé. Élodie se jeta dans ses bras, le couvrant de baisers reconnaissants. Tu es incroyable. Comment fais-tu pour toujours penser à moi avant toi? Parce que ton bonheur, c'est le mien. Parce que te voir rayonner comme ça vaut toutes les réussites professionnelles du monde. Ils rentrèrent dans leur appartement du plateau, un 2 pièces coquet qu'ils avaient aménagé avec amour. Rien à voir avec le luxe froid de l'appartement lyonnais. Ici, chaque objet avait une histoire. Chaque coin respirait leur complicité. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» dit Élodie en se blottissant contre Théo sur leur canapé en velours vert. « Quoi ? C'est que nous nous soyons choisis, vraiment choisis, cette fois, sans contrat, sans obligation, sans pression extérieure. Tu ne regrettes jamais notre première rencontre, cette histoire de testament, jamais. Ton grand-père était un sage, finalement. Il savait que nous étions faits l'un pour l'autre, avant même que nous nous en rendions compte. » Théo caressa doucement les cheveux d'Élodie, respirant son parfum familier qui l'apaisait toujours. « J'ai reçu des nouvelles de Lyon aujourd'hui, » dit-il. « Ah, de Vincent ? Entre autres. Mathieu a fait faillite.
Blanchette Énergie a été rachetée par un groupe allemand. Tu es triste? Théo réfléchit quelques instants. 1 an plus tôt, cette nouvelle l'aurait anéanti. Voir l'œuvre de sa famille disparaître, son héritage dilapidé? Non. Étonnamment, non. J'ai l'impression que cette partie de ma vie appartient au passé. Ma vraie vie a commencé ici, avec toi. Et maman qui arrive demain, ajouta Élodie avec enthousiasme. Claire avait prévu de passer 2 semaines avec eux, sa première visite au Canada. Complètement rétablie, elle s'était épanouie depuis l'opération et entretenait une correspondance assidue avec sa fille. J'ai hâte de lui faire découvrir Montréal et de lui montrer notre bonheur, répéta Théo pensivement. Tu sais, parfois j'ai l'impression de rêver. Nous qui nous sommes mariés par obligation, nous voilà plus amoureux que jamais. C'est peut-être ça, l'amour véritable, murmura Élodie. Celui qui grandit malgré les obstacles, qui se renforce dans l'épreuve, qui choisit de durer plutôt que de briller. Cette nuit-là, enlacés dans leur lit douillet, ils écoutaient le vent d'automne qui faisait danser les feuilles d'érable devant leurs fenêtres. Dans quelques mois, l'hiver canadien transformerait la ville en décor féerique. Puis viendrait le printemps, avec ses promesses de renouveau. Élodie, je t'aime. Pas parce qu'un testament me l'impose, pas parce que c'est pratique ou logique. Je t'aime parce que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Moi aussi, je t'aime, Théo. Et tu sais quoi? Quoi? Je crois que nous avons toute la vie pour nous le prouver. Dehors, Montréal scintillait de 1000 feux, ville d'accueil et de recommencement. Quelque part en France, Vincent levait son verre à la santé de ses anciens patrons qu'il avait contribué à réunir. Quelque part, à Clermont-Ferrand, Claire préparait ses bagages en pensant au bonheur de sa fille. Et dans ce petit appartement du plateau Mont-Royal, 2 âmes qui s'étaient trouvées par hasard et choisies par amour, s'endormaient paisiblement, confiantes en l'avenir qu'elles construisaient ensemble, jour après jour, dans la simplicité du quotidien et la grandeur des sentiments vrais. Leur mariage de convenance était devenu la plus belle des histoires d'amour, celle qui prouve que le cœur, parfois, sait mieux que la raison où se trouve le bonheur.